Écrivain voyageur, prix Albert Londres, Olivier Weber publie Naissance d'une nation européenne, réflexion sur la question ukrainienne. Au printemps dernier, vous étiez en Ukraine, vous avez traversé le pays et vous témoignez aujourd'hui dans ce livre aux éditions de l'Aube, Olivier, de ce que ce pays est devenu dans cette guerre. Et vous en retenez l'idée qu'il y a une sorte d'attachement plus que jamais au rêve européen. Oui, c'est ce qui m'a surpris pendant ce long voyage de plusieurs semaines, sur 3500 km, à la fois sur les lignes de front différentes, et à la fois la fameuse centrale de Nikopol, enfin Zaporizhzhia, devant laquelle j'étais donc avec les combattants ukrainiens, puis Kharkiv et autres, etc., mais surtout l'arrière, avec des paysans, des tractoristes, des fermiers, des ouvriers, et jeunes et moins jeunes, voilà, c'est ce qui m'a frappé de leurs propos. D'abord, c'est la résilience, la résistance, on va tous combattre, qu'on soit à l'arrière ou sur le front, en contribuant à ce qu'on appelle l'effort de guerre. Et puis deuxièmement, on défend vos valeurs. Donc c'est une revendication non pas de l'appartenance à l'Union européenne, mais à la famille européenne. Ce qui est différent, c'est la défense des droits de l'homme, des droits de la femme, de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. Et franchement, ce qui m'a encore plus frappé à l'intérieur de ces populations, de ces centaines de rencontres, ce sont les jeunes qui n'ont même pas connu la révolution de Maïdan, vous vous rappelez, 2013-2014, qui étaient ados à l'époque, qui ont maintenant entre 20 et 27 ans, qui commencent à travailler, qui sont ingénieurs, informaticiens, ou qui ont des différents cabinets ou agences et qui disent mais voilà, on se bat aussi pour vous, oui, et aidez-nous parce que on contre la barbarie. Pour nous, le rideau de fer, c'est de l'autre côté, c'est du côté de l'Est. On essaie de contrer le totalitarisme et plus jamais on ne reviendra de l'autre côté. Vous avez connu il y a 30 ans cette Ukraine naissante, Olivier. Oui. Comment aujourd'hui vous retrouvez ce pays dans ce chaos, cette population? Oui, c'était l'idée en fait, puisque je me trouvais à la frontière afghane avec des combattants, enfin des résistants de feu, le commandant Massoud et de son fils, et je me suis dit, voilà, je me suis senti un peu concerné par ce qui se passait, comme beaucoup d'entre nous en Ukraine, et je voulais revoir en même temps, non seulement témoigner, mais y retourner pour voir un petit peu les anciens, entre guillemets, et qui avaient participé à l'indépendance de 1991, lorsque la maison mère, l'URSS, s'était effondrée, 2 ans après le mur de Berlin. Eh bien, c'était déjà le chaos, parce que grosso modo, il y avait l'indépendance, mais en même temps, voilà, c'était chaotique, et il y avait une grande peur de s'affranchir de la tutelle post-soviétique, avec un KGB qui avait pris le nom du FSB, mais il y avait une branche locale du FSB ukrainien. On était encore vraiment sous la peur de cette dictature, on va dire, de cette renaissance de la mère patrie qui était la Russie. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est grosso modo, on est séparés à jamais. Ce sont 2 peuples différents, 2 nations différentes, 2 histoires différentes. Et encore une fois, ce qui m'a surpris, ce sont les jeunes qui disent non, on ne veut plus jamais vivre ce qu'ont vécu nos arrière-grands-parents. Alors, 2 mots. L'Holodomor en particulier. L'Holodomor, c'est quoi? C'est la famine organisée par Staline dans les années 30. Au milieu des années 30, ça a fait à peu près 4 millions de morts sur une population qui en comptait 22 à 25. Donc vous vous rendez compte, un Ukrainien sur 6, parce que donc Staline voulait mettre au pas la paysannerie et voulait dire non aux velléités d'indépendance déjà de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, ça ressort. Il y avait un tabou justement après 91, après cette première phase d'indépendance de la part des Ukrainiens qui avaient peur d'en parler. Et aujourd'hui, ce sont les jeunes qui disent plus jamais ça. Oui. On veut vraiment s'affranchir et revenir aux sources de notre culture. Pas de possible retour en arrière. Donc, échec, au fond, de Vladimir Poutine. C'est-à-dire la réunification n'aura pas lieu. Tout à fait. Il y aura peut-être des territoires qui vont rester en zone occupée par les Russes, mais du point de vue même interne, au narratif, au discours du Kremlin et de Poutine, il y a un échec qui est patent. C'est le Blitzkrieg, la guerre éclair sur Kiev, donc a échoué fin février, début mars. Ensuite, conquérir totalement l'Ukraine devient impossible. Puis troisièmement, même une défaite, une impasse, militairement parlant, pour l'armée russe, qui est peut-être meilleure d'ailleurs, comme beaucoup d'armées, en défense, dans des tranchées, à contenir des zones occupées qu'à attaquer. Et là-dessus, on peut faire confiance aux Ukrainiens pour attaquer. Ce qui m'a aussi fasciné, c'est de voir les actions de ce qu'on appelle les saboteurs ou les groupes d'opérations spéciales d'Ukrainiens qui franchissent les lignes, qui vont opérer de l'autre côté, donc en zone occupée. Et puis deuxièmement, le travail des partisans, c'est-à-dire des Ukrainiens qui sont à l'intérieur, qui restent toute l'année durant donc en zone occupée, qui travaillent aussi pour ces forces spéciales. Et donc j'ai eu une contre-offensive, on va dire au nord-est de Mykolaïev, donc au nord-est aussi de Kherson. C'était fulgurant. Je ne suis pas sûr que les Ukrainiens puissent arriver au même résultat aujourd'hui, mais en tout cas, on peut leur faire confiance. Oui. Il y a de l'audace, l'inventivité, et puis surtout ce désir de combativité. Oui, mais ça va durer. Et est-ce qu'ils ont conscience, au fond, tous ces Ukrainiens que vous avez rencontrés, que cette guerre va s'installer dans le temps, et très longtemps?
Oui, ils en sont conscients, ils sont conscients de leur faiblesse, à savoir qu'ils reçoivent beaucoup d'armement, mais vous savez, c'est surtout l'armement qui est dépendant des dotations des armées occidentales et des dirigeants occidentaux, à savoir de l'aide militaire, de l'aide économique, et, c'est tout bête, mais des munitions. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont remplacé progressivement leurs canons, leurs batteries, leurs tanks d'origine soviétique et russe par de l'armement d'origine occidentale. Mais il n'y a pas cette capacité qu'ont les Russes à reproduire les armements, les obus, etc. Et deuxièmement, ils savent que les Ukrainiens, que ça tient à cet élan d'empathie. On l'a vu après le 24 février, tout le monde s'est, ou peu ou prou, en tout cas beaucoup, la majorité dans les pays occidentaux, se sont dit on va aider les Ukrainiens. Il en sera de même dans 3 mois, 6 mois, je n'en suis pas sûr. Donc là-dessus, ils savent que c'est fragile. Ils veulent combattre aussi sur le terrain, un autre terrain de la communication. Oui, mais là-dessus, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une bascule? On voit que le président Zelensky, aujourd'hui, peut-être agace aussi, ou qu'il y a un changement par rapport à cette communication à outrance qu'il exerce. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas un risque, au fond, de doute, tout simplement? Bien sûr, il y a un risque, il y a un grand risque, c'est toute la limite de l'exercice. Zelensky est quelqu'un d'intelligent, c'est un acteur, un ancien clown, mais surtout un acteur intelligent, qui incarne véritablement, au sens du comédien comme Antonin Artaud, son rôle. Il va jusqu'à l'imaginer, il joue son propre rôle, et il répète des scènes, mais en même temps il improvise, et il a beaucoup aussi servi à essayer d'obtenir des aides du côté occidental en culpabilisant pratiquement, je caricature un peu, mais c'est vrai, les dirigeants occidentaux. Et c'est en même temps à la limite, pourquoi? Parce qu'on est à tir tendu. Et là aussi, ça peut fatiguer. On a vu la controverse avec les images de lui et de sa femme sur la couverture de Vogue. Moi, je trouve que c'est légitime, parce qu'on était quand même en terrain de combat dans le palais présidentiel ou sur l'aéroport d'Oromel avec sa femme et des combattantes femmes ukrainiennes. Mais cela peut agacer. Cela dit, moi, ce que j'ai vu, y compris en zone russophone, y compris Kharkiv, qui est la deuxième ville du pays, qui est une ville, entre guillemets, russe et russophone, sous les bombes, les Ukrainiens d'origine russe ou les russophones me disaient « Mais avant, on détestait Zelensky avant la guerre. Maintenant, on vote pour lui parce qu'on nous dit que nous, les Russes ou les russophones, nous avons comme mère patrie ou comme pays frère la Russie, mais on ne tire pas sur ses enfants, on ne tire pas sur ses frères et sœurs. » J'ai même entendu d'ailleurs en face de la centrale de Zaporizhzhia, sous une digue avec des Russes qui habitaient là, mais du côté ukrainien. Et voilà, donc il y a quand même une unité à la Churchill, on va dire, autour de Zelensky. Oui, mais on a entendu Ségolène Royal, alors polémique, elle est revenue sur ses propos, mais qui parlait de possible propagande. Ça, vous avez, Olivier, sur le terrain, vu la réalité de ces massacres, la réalité de ce qui se passe? C'est une vraie réalité. J'ai enquêté moi-même dans les villages d'Andrivka et toute la région au nord-ouest de Kiev, avec des survivants, avec des témoins directs, avec des ONG également ukrainiennes, et je peux vous dire que c'est vrai, on documente ce qu'on appelle les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Lorsque j'étais dans cette région, il y avait la fameuse brigade motorisée russe qui est auteur de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. C'est passible de tout ce qu'on sait au niveau des délits avec les conventions internationales de Genève, le fameux droit de Genève de 1949 à 1977. Le lieutenant-colonel de cette brigade, lorsqu'il est revenu, a été promu et l'unité décorée par Poutine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il y a une négation totale de tout ce qui est crime de guerre, crime contre l'humanité du côté russe, mais on les encourage quelque part aussi. Ça veut dire, allez-y les gars, continuez à pratiquer ces crimes de guerre, etc. Toujours est-il que sur le terrain, il y a eu des viols de masse aussi, il y a eu des exécutions de civils, etc., etc. Donc tout ça est documenté. Et les Ukrainiens réagissent comment? Ils réagissent en se battant. C'est vraiment une agression. On ne peut pas le qualifier autrement. L'armée russe a voulu envahir ce pays se défend. Et il y a sûrement, bien sûr, une part de propagande aussi du côté ukrainien. Je dirais que presque, entre guillemets, c'est de bonne guerre. Il faut quand même dénoncer cela, s'il y a des faits avérés. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité sont commis par l'armée russe. Oui, vous avez rencontré des hommes et des femmes admirables. Et vous les décrivez dans ce livre formidable qui s'appelle « Naissance d'une nation européenne », publié aux éditions de l'Aube. Olivier, c'est un témoignage qui vient du cœur, parce que vous êtes un homme de terrain. Vous racontez ce que vous avez vu. Oui, j'ai voulu mélanger à la fois les choses vues, de reportages, mais c'est pas un livre de reportage encore une fois, puis évidemment des réflexions. Je parle de Sénèque, de Nietzsche, mais je parle aussi beaucoup d'auteurs russes qui peut-être prêter à confusion pour mes amis ukrainiens, mais non, il ne faut pas punir le peuple russe de ce que peut faire le régime de Poutine et le Kremlin. Il ne faut pas punir non plus la culture et l'art russe ou les arts russes. Et donc voilà, c'est aussi 30 ans de voyage dans la région et en Ukraine et en Crimée. J'ai découvert des villes d'ailleurs que je ne connaissais pas, et je ne connaissais pas Odessa par exemple, qui était un vieux fantasme, un vieux rêve pour moi. C'est mythique comme ville, un mélange de ville militaire
méditerranéenne, de villes slaves, de villes grecques, tatars, polonaises, juives, etc. Et surtout cette combativité, ces portraits, hein, je démarre d'ailleurs sur le Dniepr, en fait, au sud de Kiev, juste devant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, avec le préfet militaire. On avait les Russes en face de nous, c'est à 2 kilomètres, sauf que le préfet Evgeny Yevtuchenko n'est pas du tout préfet militaire, c'est un chirurgien à qui on a mis une casquette de militaire le jour du 24 février, qui a une tête de pop avec une longue barbe, toujours un masque à gaz à côté de lui, des icônes, et il m'a dit, mais regardez, on risque d'avoir un Tchernobyl puissance 10. Le jeune maire de la ville de Nikopol, Alexander Sayuk, m'a dit la même chose. C'est un maire qui était auparavant homme d'affaires. Il me dit, mais vous savez, si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe de l'autre côté du fleuve, dans la centrale, Fukushima n'aurait été qu'une vaste plaisanterie. Et puis d'autres portraits aussi, à Kharkiv, pour finir, aussi un professeur qui a une école privée, qui a mis sa famille à l'abri, ses 2 filles et sa femme, en Pologne. Il m'a hébergé sous les bombes et je lui ai dit, mais pourquoi t'es pas parti? Il me dit, je devrais, et j'ai peur, mais je suis resté pour mes fidèles. Ah bon, tu as des fidèles? Oui, je suis pasteur à l'église protestante du coin, donc le dimanche. Et il a protégé ses vitres, ses fenêtres dans sa petite maison de Kharkiv, non pas avec du scotch, du sparadrap comme d'habitude, parce qu'on peut être gravement blessé par les éclats de verre, mais vous savez par quoi? Par 2 types de livres. La Bible, des centaines de Bibles et des romans policiers. Donc voilà, comme quoi la littérature peut protéger et peut nous aider. Oui, mais un mot sur ceux qui disent ou qui accusent l'OTAN, les Américains, d'avoir causé ces troubles et finalement cette guerre. Sur le terrain, vous ressentez cela? Non, parce que j'ai suivi l'histoire de l'Ukraine. Bien sûr, il y a eu un discours aussi de la part des pays occidentaux et des États-Unis, mais l'Ukraine était agressée gravement dans son intégrité territoriale, dans sa population, dans sa chair même, avec ses crimes de guerre, ses crimes contre l'humanité, ses viols qui ont été encouragés par les officiers et les sous-officiers. Et donc, on n'en est pas là aujourd'hui à se dire mais pourquoi, comment, est-ce que les accords de Minsk ont été respectés, etc. Il s'agit d'une agression, il faut se défendre. Et là, il y a une résistance qui est extraordinaire, une inventivité aussi, j'ai même vu un prêtre catholique et aumônier en fait à bord de la flotte ukrainienne qui n'existe plus, qui fabrique des gilets anti-pare-balles, des gilets pare-balles, des jeunes qui font des filets de camouflage, des pharmaciens qui créent des kits de survie, parce qu'on meurt beaucoup d'hémorragie, à 60% moins, 65% sur les zones de combat, parce qu'on n'a pas assez de garrots, pas assez de morphine, etc. Et donc il y a cet effort de guerre incroyable, et surtout ce sont les portraits de jeunes et de moins jeunes. Je pense à Constantin qui a 25 ans également, qui est ingénieur informaticien, qui dit « je vais faire un logiciel pour savoir comment flécher, comment faire arriver toute cette aide du monde entier, des pâtes d'Italie, des vêtements de France, des médicaments de Pologne, vers ceux qui en ont besoin, tel village, telle ville, etc. » Donc un formidable élan. Et puis surtout, c'est cette volonté de combattre le totalitarisme. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde est divisé entre non pas le Nord et le Sud, les pays pauvres et les pays riches, mais entre ceux qui veulent les droits de l'homme et ceux qui plaident pour la dictature et le totalitarisme. Mais une dernière question, Olivier. Naissance d'une nation européenne, le titre de votre livre. L'Europe doit être au rendez-vous de cette nouvelle nation ukrainienne, européenne, à l'heure où on va demander aux gens de se priver en matière d'énergie, où il va y avoir des conséquences ici en Europe. L'Europe peut être au rendez-vous de cet appel que lance l'Ukraine encore? Je crois qu'elle peut l'être et je crois qu'elle doit l'être parce que ce sont nos valeurs, ce sont des valeurs universelles, ce sont des valeurs de démocratie, ce sont des valeurs de droits de la femme et des droits de l'homme. Et s'ils se défendent avec autant d'acharnement, vous savez, c'est pas drôle la guerre. J'ai vu la peur et la mort dans les yeux de jeunes et de moins jeunes. Je parle de Sacha qui a 20 ans, qui a dit « je suis pas sûr de retourner au front ». Je parle d'un paysagiste qui était beau comme tout, avec ses yeux bleus et qui me regardait. Je voyais qu'il avait peur. Il était officier dans la garde de la défense territoriale. Ils ont peur, mais ils y vont quand même. Ils contribuent d'une manière ou d'une autre à ce combat. Et ce combat-là, c'est le nôtre. Alors peut-être, vous avez raison, il y aura des privations. Il y aura une chute de certains PNB, peut-être en France aussi, des privations aussi au niveau énergétique. Il y a un vrai bras de fer qui s'opère avec la Russie. Et ça ne sera pas facile non plus pour la Russie, parce que les sanctions payent, même s'il y a une valeur ajoutée pour le prix des hydrocarbures. L'économie russe est très affectée, sera très affectée aussi dans le futur par ces sanctions. Mais je crois qu'il en va de notre fierté, de notre avenir, et d'une sorte d'honneur, de dignité à défendre les droits de l'homme. Merci beaucoup, Olivier Weber. Naissance d'une nation européenne, donc une réflexion sur la question ukrainienne et publication de l'Obs, c'est un livre absolument formidable. Merci Olivier d'avoir été avec nous.